Bonjour à tous, je suis le docteur Cartini, je suis cardiologue à l'hôpital de Beaune et avec mes collègues, nous avons décidé de profiter de cette journée mondiale du cœur pour vous parler d'insuffisance cardiaque. Mais avant de rentrer dans les détails de la maladie, il faut déjà comprendre de quoi on parle et donc qu'est-ce que l'insuffisance cardiaque? L'insuffisance cardiaque est donc une maladie du cœur qui se produit lorsque celui-ci n'est plus en capacité d'assurer sa fonction de pompe et d'alimenter correctement les différents organes de l'organisme en sang pour les irriguer. Le diagnostic de l'insuffisance cardiaque se base sur plusieurs points. D'abord sur les symptômes décrits par le patient, comme l'essoufflement et le gonflement des jambes, qui seront abordés plus précisément dans un topo suivant. Également, on peut le détecter sur une prise de sang avec un marqueur spécifique qu'on appelle le BNP. Et enfin, le cardiologue ou même le médecin généraliste pourra en détecter des signes à son examen. Et nous, en cardiologie, on a la possibilité en plus de réaliser une échographie du cœur pour regarder exactement ce qui se passe. Quelles sont les causes de l'insuffisance cardiaque? Il y en existe de nombreuses. En réalité, toutes les maladies du cœur peuvent aboutir à de l'insuffisance cardiaque au bout d'un certain temps. On citera parmi les plus fréquentes les maladies des artères coronaires, comme l'infarctus du myocarde ou les gens qui ont eu des pontages. Les maladies du muscle cardiaque en lui-même, qu'on appelle cardiomyopathie. Les maladies des valves du cœur, comme les fuites ou les rétrécissements, qui peuvent nécessiter parfois une chirurgie cardiaque pour les réparer. Ou les maladies du rythme et de l'électricité du cœur, qu'on appelle des arythmies, tachycardie, bradycardie, qui peuvent nécessiter la mise en place d'un pacemaker, voire d'un défibrillateur. Il y a également, après de nombreuses années d'évolution, des pathologies simples comme l'hypertension artérielle ou le diabète qui peuvent entraîner de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque n'est d'ailleurs pas exclusivement la résultante d'un problème de cœur, c'est aussi parfois associé à l'insuffisance respiratoire, des maladies chroniques du poumon, ou l'insuffisance rénale, les maladies chroniques des reins. On distingue deux grandes formes d'insuffisance cardiaque qui sont importantes car elles ne se prennent pas en charge de la même façon. Il existe tout d'abord une forme où le muscle ne pompe vraiment pas suffisamment, il est fatigué. Dans cette forme, on dispose de nombreux médicaments qui permettent d'améliorer la fonction du cœur et les symptômes du patient. Il existe une deuxième forme, de plus en plus fréquente avec le vieillissement de la population, qui s'appelle insuffisance cardiaque à FEVG préservée. En fait, le muscle conserve sa contraction, mais c'est d'autres parties du cœur qui n'assurent plus leur rôle normal et qui aboutissent au même résultat. La différence, malheureusement, dans cette forme, c'est qu'il y a moins de médicaments disponibles. On peut seulement traiter et soulager les symptômes de la personne ou, lorsque c'est possible, la cause de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque est une maladie chronique, on n'en guérit jamais. Les traitements qu'on peut proposer ne font que ralentir sa progression et la stabiliser. C'est une maladie fréquente puisqu'on estime qu'au moins 2% de la population française en est atteinte, soit 1 million de personnes. Cela peut même aller jusqu'à 10% des personnes de 70 ans ou plus. La moyenne est à 74 ans, mais c'est une maladie qui peut être présente à tout âge de la vie. C'est une maladie grave puisqu'on estime qu'il y a environ chaque année 70 000 décès et 160 000 hospitalisations attribuées à cette insuffisance cardiaque. Les patients étant en plus en mauvaise santé ou en très mauvaise santé dans un cas sur deux, selon leur propre dire, du fait du retentissement des symptômes sur leur qualité de vie. Pour illustrer la gravité de l'insuffisance cardiaque, voici deux graphiques qui la placent parmi d'autres maladies chroniques et réputées graves. On peut remarquer qu'on soit un homme ou une femme, si on ne fait rien, au bout de 2 ans, malheureusement, la moitié des personnes en sont décédées. C'est plus grave, par exemple, que le cancer du sein chez la femme, que le cancer de la prostate chez l'homme ou que le cancer de l'intestin dans les deux sexes. C'est également plus grave qu'une autre pathologie cardiaque qui est mieux connue du public, qui est l'infarctus du myocarde, qui est une pathologie brutale et aiguë, mais qui se traite très bien maintenant.
On l'a donc vu, l'insuffisance cardiaque est responsable de nombreux décès. Heureusement, les progrès de la médecine et des traitements ont permis de réduire de façon très importante la mortalité de la maladie, puisque depuis les années 2000 jusqu'en 2013, et plus loin si on extrapole ce graphique, c'est presque 50% de décès en moins grâce aux progrès thérapeutiques, et cela est vrai qu'on soit un homme ou une femme, qu'on ait plus ou moins de 65 ans. Toutefois, il reste encore de nombreuses hospitalisations et malgré les avancées thérapeutiques mentionnées juste avant, les hospitalisations restent très fréquentes et ont été moins réduites que les décès. Ça reste donc un fardeau important pour la population, pour la société, mais également bien sûr pour les personnes qui en sont atteintes. C'est donc un enjeu important que de pouvoir traiter cette insuffisance cardiaque afin, bien sûr, d'en réduire la mortalité, mais aussi, pour les patients qui en souffrent, d'améliorer leur qualité de vie et d'éviter qu'ils reviennent régulièrement à l'hôpital pour des décompensations. Les symptômes de l'insuffisance cardiaque peuvent apparaître de manière progressive et insidieuse. Au début de la maladie, il peut n'y avoir aucun symptôme. Ces symptômes peuvent également se confondre avec les symptômes d'autres pathologies. Certains patients confondent également les symptômes de l'insuffisance cardiaque avec les signes normaux liés au vieillissement. Cependant, l'insuffisance cardiaque est une maladie chronique à part entière et n'est pas liée au vieillissement du cœur. C'est pour cela qu'il est important de connaître les symptômes de l'insuffisance cardiaque pour pouvoir consulter un médecin le plus rapidement possible. Lorsque le cœur n'est plus capable de se contracter de manière efficace et de répondre aux besoins de l'organisme, certains signes peuvent apparaître. Le premier symptôme caractéristique de l'insuffisance cardiaque est l'essoufflement. Cet essoufflement apparaît au début à l'effort, lorsque vous promenez votre chien ou lorsque vous faites du jardinage par exemple, puis au repos. Cet essoufflement est plutôt en position allongée et nocturne. Ceci est dû à l'œdème pulmonaire, c'est-à-dire l'engorgement des poumons par du liquide. Si vous avez l'impression qu'il vous faut rajouter des coussins en dessous de votre tête pour pouvoir bien dormir, cela peut constituer un signe d'alerte. Cet essoufflement peut également être accompagné d'une toux plutôt nocturne ou en position allongée et une toux plutôt sèche. Le deuxième symptôme caractéristique de l'insuffisance cardiaque est la prise de poids plutôt rapide de plus de 2 à 3 kg par semaine. Ceci est dû à l'accumulation de liquide dans certaines régions du corps, au début au niveau des pieds, puis des mollets, puis de l'abdomen ou des mains. Si vous avez l'impression que vos mollets sont gonflés ou que vous remarquez au niveau des mollets la trace de vos chaussettes lorsque vous les retirez, cela peut constituer un signe d'alerte. Lors d'une insuffisance cardiaque, on peut également remarquer une fatigabilité extrême et pour des efforts de moins en moins importants. On peut également noter une fatigabilité musculaire puisque les muscles sont moins bien irrigués. D'autres symptômes peuvent également apparaître lors d'une insuffisance cardiaque, tels que l'accélération des battements du cœur, la baisse de la pression artérielle, une perte d'appétit, une douleur au niveau du foie, plutôt à l'effort, ainsi qu'une pâleur due à une anémie, très souvent retrouvée chez les patients insuffisants cardiaques. Voici en résumé les 4 symptômes qui doivent vous alerter et faire suspecter une insuffisance cardiaque. L'essoufflement plutôt en position allongée et parfois accompagné d'une toux sèche, la prise de poids rapide, l'apparition d'œdème au niveau des membres inférieurs, ainsi qu'une fatigabilité extrême. Si vous présentez un ou plusieurs de ces symptômes, n'hésitez pas à consulter votre médecin traitant. Il pourra vous prescrire des examens complémentaires et vous orienter, si nécessaire, vers un cardiologue. Dans l'insuffisance cardiaque, il est également important de suivre quelques règles hygiéno-diététiques définies avec votre médecin qui feront partie intégrante de votre traitement
afin de contrôler votre maladie. Première règle, il est essentiel de limiter les apports sodés. Il faut donc avoir une alimentation équilibrée, mais pauvre en sel, car la consommation de sel entraîne la rétention d'eau dans votre corps et une consommation en excès va aggraver vos symptômes. En moyenne, nous consommons trop de sel, 8 à 9 grammes de sel par jour. Chez l'insuffisant cardiaque, il ne faut pas dépasser 6 grammes de sel par jour. Or, une alimentation cuisinée sans sel et sans ajout d'aliments salés contient déjà naturellement 2 grammes de sel. Il vous reste donc 4 grammes à utiliser en sel de table ou équivalent en aliments salés. Où trouve-t-on le sel? Il y a le sel visible, c'est le sel de table que vous ajoutez à vos préparations et il représente 20% de nos apports. Quelques chiffres. Une pincée de sel est égale à 1 g de sel. Une cuillère à café bombée représente 6 g de sel. Mais il y a le sel invisible. C'est le sel présent à l'état naturel dans les produits ou ajouté lors de leur fabrication. Cela représente 80% de nos apports. Pour évaluer votre consommation de sel, il est important de connaître les aliments riches en sel afin de les consommer avec modération et d'éviter de les associer sur une même journée. Certains sont connus pour leur forte teneur en sel. C'est la charcuterie, le fromage, les gâteaux apéritifs, les pizzas. Pour d'autres, c'est moins évident, mais ils contiennent beaucoup de sel. C'est le cas de certaines eaux gazeuses, des médicaments effervescents, des légumes en boîte, des biscuits sucrés, des viennoiseries et des pâtisseries du commerce. Il faudra également connaître les aliments pauvres en sel que vous pouvez consommer sans modération. Autre chose importante, sachez détecter les sels cachés dans la composition des aliments. Prenez donc le temps de lire les étiquettes sur les emballages de vos produits. Le sel sera noté sous forme de sodium et il faut savoir qu'1 gramme de sodium est égal à 2,5 g de sel. Quelques exemples d'aliments qui contiennent 1 g de sel. 60 g de pain, 60 g de camembert, 60 g de pâté en croûte, 50 g de saucisses ou merguez, 40 g de lardons nature ou fumé, une tranche de jambon blanc, 20 g de jambon de Bayonne, 2 tranches de saucisson sec, 2 croissants industriels, 30 g de saumon fumé, 6 huîtres sans eau, 5 cuillères à café de moutarde. Quel conseil pour limiter sa consommation de sel? Ne mettez pas de salière sur la table. Lorsque vous faites bouillir de l'eau, pour du riz ou des pâtes, réduisez au maximum la quantité de sel que vous ajoutez dans l'eau. Limitez les aliments riches en sel et évitez de les associer. N'oubliez pas de goûter votre plat avant de le ressaler. Favorisez les cuissons qui conservent les saveurs. La vapeur, le sauté, le braisé, l'étouffé, les papillotes ou le ragoût. Vous pouvez associer le sucré à vos préparations. À l'apéritif, remplacez les biscuits par des tomates cerises, du melon, des choux-fleurs crus, des bâtonnets de carottes.
Utilisez des épices, des aromates, du citron, des sauces au vin. Mangez de préférence les produits bruts, frais ou congelés, mais non préparés. Optez pour des préparations maison. Deuxième règle, limitez les liquides. Dans l'insuffisance cardiaque, il est important également de limiter sa consommation de liquide, que les médecins appellent aussi les apports hydriques, à 1 litre de sang par jour, toutes boissons comprises, le café, le thé, les infusions, le lait, les eaux minérales ou gazeuses, les jus de fruits, les sodas, l'alcool ou le potage. Voici un conseil pour estimer la quantité de liquide à laquelle vous avez droit. Mesurez les contenants que vous utilisez à la maison. Bol, mug, tasse, verre, assiette creuse. Notez sur une journée ce que vous buvez. Ensuite, additionnez les quantités que vous avez bues, sans oublier le potage. Vous devez arriver alors à la quantité de liquide autorisée par votre médecin. Si ce n'est pas le cas, diminuez les volumes ou supprimez certaines boissons, à vous de choisir. En période de forte chaleur, vous pouvez légèrement augmenter les apports hydriques afin de ne pas vous déshydrater. En cas d'apparition de signes de décompensation cardiaque, réduisez vos apports hydriques et consultez rapidement votre médecin afin qu'il adapte votre traitement diurétique. Attention également à l'alcool et au tabac. La consommation de boissons alcoolisées et le tabac sont des produits néfastes et toxiques pour votre cœur et vos artères. Ils augmentent votre risque de décompensation cardiaque. Il faut donc limiter ou supprimer votre consommation d'alcool, apéritifs, vin, bière, alcool fort, et arrêter impérativement de fumer. Vous pouvez vous faire aider et accompagner pour votre sevrage au centre hospitalier de Beaune par une équipe de professionnels que vous pourrez joindre au numéro suivant 03 80 24 46 08. Dernier point important, les vaccinations. Pourquoi se faire vacciner quand on est insuffisant cardiaque? Les infections sont des causes de décompensation cardiaque et peuvent vous amener à être hospitalisé. 2 vaccinations sont fortement recommandées. La vaccination antigrippale à faire tous les ans et la vaccination antipneumococcique à faire tous les 5 ans, vaccination qui va vous protéger contre les infections respiratoires. L'insuffisance cardiaque est une pathologie chronique, sévère, fréquente, mais qui bénéficie à l'heure actuelle d'un panel de traitements qui permettent de la stabiliser. Le traitement est souvent initié par le cardiologue, secondairement adapté de façon conjointe par le médecin généraliste et le cardiologue du patient. L'objectif de ce traitement va être, dans un premier temps, de réduire les symptômes de l'insuffisance cardiaque, à savoir l'essoufflement, les œdèmes des membres inférieurs, la fatigue. Également, de limiter les épisodes de décompensation cardiaque qui sont souvent source d'hospitalisation, le tout étant d'améliorer la qualité et la durée de vie des patients insuffisants cardiaques. Nous allons dans un premier temps voir quels sont les traitements médicamenteux disponibles dans l'insuffisance cardiaque. Tout d'abord, le traitement diurétique, comme par exemple furosémide, va permettre d'augmenter l'élimination de l'eau et du sel par les reins et ainsi de diminuer
les œdèmes qui sont présents au niveau des poumons ou des jambes du patient. Il s'agit d'un traitement qui est efficace rapidement et qui est souvent instauré initialement par voie intraveineuse, relayé secondairement par voie orale. À ce traitement, on va associer d'autres molécules qui vont plutôt jouer sur le moyen et le long terme de la pathologie. Tout d'abord, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, IEC, perindopril, ramipril. Ces médicaments ont pour principales actions de dilater les vaisseaux et également de limiter la dilatation du ventricule gauche et d'améliorer sa contraction. Ces médicaments sont indispensables à tous les stades de l'insuffisance cardiaque et sont souvent initiés à petite dose, augmentée progressivement par le cardiologue au cours des diverses consultations. À ce traitement s'associe un traitement bêta-bloquant, bisoprolol, nebivolol par exemple. Ce traitement a pour principale action de ralentir la fréquence cardiaque et ainsi de faciliter le travail du cœur. Comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ce traitement est commencé à petite dose qui est augmenté progressivement selon la tolérance du patient par le cardiologue. À ce triptyque indispensable diurétique, inhibiteur de l'enzyme de conversion, bêta-bloquant, peuvent s'associer, selon les cas, d'autres molécules. Citons par exemple la digoxine, qui est le plus ancien traitement de l'insuffisance cardiaque qui existe depuis la fin du XVIIIe siècle, ou à l'opposé, une nouvelle molécule, l'association sacubitril/valsartan, sortie ces dernières années et qui permet d'améliorer la contraction du cœur et le pronostic de l'insuffisance cardiaque. Ensuite, selon la cause de l'insuffisance cardiaque, le patient peut avoir sur son ordonnance de l'aspirine ou un autre antiagrégant plaquettaire, des statines, ceci principalement s'il a déjà présenté un infarctus, ou encore des anticoagulants en cas d'arythmie. Les messages importants concernant son traitement médicamenteux est qu'il s'agit d'un traitement à vie. La régularité de sa prise est gage d'efficacité. Il est indispensable que le patient et son entourage connaissent et comprennent ce traitement pour y adhérer. L'apprentissage se fait en général au cours de séances d'éducation thérapeutique. Le traitement ne doit jamais être arrêté sans avis médical auprès du médecin traitant ou du cardiologue. Enfin, à ce traitement s'associe systématiquement le respect des règles hygiéno-diététiques qui comprennent notamment la limitation de la consommation d'eau et de sel par le patient. Ensuite, en fonction de la cause de l'insuffisance cardiaque, on peut proposer des traitements plus agressifs, à savoir la pose de stent dans les coronaires, la réalisation de pontage coronarien en cas d'infarctus ou de coronaire malade, ou encore le remplacement de la valve aortique ou mitrale si celle-ci est défaillante. Si les traitements médicamenteux ne permettent pas d'améliorer suffisamment les symptômes du patient et la contraction du ventricule gauche, on va pouvoir secondairement proposer des traitements non médicamenteux. En premier, la pose d'un défibrillateur, qui est un appareil qui se met sous la peau et qui est relié au cœur grâce à une sonde. Cet appareil va pouvoir délivrer des chocs électriques en cas d'emballement du cœur sous forme de tachycardie du ventricule. À ce défibrillateur peut s'associer un système de resynchronisation où on va mettre en place plusieurs sondes dans le cœur et comme vous le voyez sur la diapositive, ce système va permettre de faire remarcher de façon harmonieuse les différentes cavités du patient, à savoir le ventricule gauche, le ventricule droit, et ainsi orchestrer une meilleure contraction et améliorer les symptômes. Vous voyez sur la partie droite de la diapositive un cœur qui est resynchronisé, qui fonctionne de façon harmonieuse, alors que sur la partie gauche, le cœur est totalement dilaté, désynchronisé et non efficace. Enfin, en cas d'insuffisance cardiaque sévère, on peut proposer en dernier recours au patient la pose d'une assistance cardiaque. Il s'agit d'un système qui va prendre totalement le relais du cœur avec une pompe
qui vont envoyer sang et oxygène dans les différents organes. À l'heure actuelle, ce système a été miniaturisé avec une pompe implantée dans l'abdomen du patient et des batteries portées par le patient. Et le patient peut retourner à domicile avec ce système d'assistance cardiaque. Comme vous pouvez le voir sur ces différentes diapositives, le patient peut poursuivre ses activités du quotidien avec ce système d'assistance cardiaque. Il faut également citer le développement actuel de cœurs artificiels qui vont donc remplacer intégralement le cœur dans le thorax du patient, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. Enfin, en dernier recours, en cas d'insuffisance cardiaque terminale sévère qui ne répond pas au traitement médicamenteux et non médicamenteux, le patient peut être inscrit sur une liste de greffe cardiaque réservée aux patients âgés de moins de 65 ans. L'insuffisance cardiaque est certes une pathologie sévère, mais pour lequel nous avons en cardiologie un panel de traitements médicamenteux qui sont efficaces, mais à prendre à vie. Ces traitements médicamenteux peuvent être associés aux traitements non médicamenteux et permettre aux patients d'avoir une qualité de vie tout à fait correcte. Il faudra bien sûr y associer 2 points fondamentaux qui vont être détaillés dans les prochains topos, le respect des règles hygiéno-diététiques et la pratique d'une activité physique régulière. Globalement, la pratique d'activité physique et sportive est bénéfique pour tous, cardiaque ou non. Ces bénéfices sont nombreux et il s'agit d'un traitement à part entière de l'insuffisance cardiaque qui permet de diminuer les complications et le retentissement néfaste de l'insuffisance cardiaque. Comme vous avez pu le voir précédemment, le cœur fatigué diminuera les apports en énergie et en oxygène aux différents muscles et organes du corps humain, c'est-à-dire qu'il y aura une diminution du carburant. Un cœur entraîné apportera plus facilement ce carburant aux muscles et d'autre part, les muscles également entraînés seront plus économes en carburant. Ainsi, un cœur entraîné fournira moins d'efforts pour faire un travail de même intensité. De façon pratique, si vous bougez régulièrement, les diverses activités de la vie quotidienne, telles que monter un étage d'escalier, porter vos courses, seront faites avec plus de facilité, plus d'aisance, moins d'essoufflement si vous bougez régulièrement dans la journée. Cela permettra aussi de diminuer les complications et les hospitalisations. Quel type d'activité physique pratiquer? Globalement, toute activité dite en endurance et en intensité modérée sera bénéfique pour votre cœur. L'activité doit être adaptée et idéalement, il doit s'agir d'une activité plaisir comme celle que vous pratiquez peut-être déjà auparavant, telles que la marche, la randonnée, la natation, le vélo, le yoga ou toute autre activité de ce genre. Ces activités permettent aussi de se détendre et ont un effet bénéfique sur le moral. A l'inverse, on aurait plutôt tendance à déconseiller toute activité trop violente, trop intense ou traumatique, telle que l'haltérophilie, les sports de combat, la plongée sous-marine ou le saut élastique par exemple. Quelle durée pratiquer? 30 minutes par jour suffisent à améliorer votre cœur. Par exemple, 1 heure de marche d'un bon pas, réalisée 3 fois par semaine, permet d'améliorer la performance de votre cœur de 12%. À terme, le but est que l'activité physique devienne une véritable habitude de vie. Voici quelques petits conseils pour les pratiquer en toute sécurité. Quand il s'agit d'activités un peu plus sollicitantes que la marche, veillez toujours à vous échauffer en début d'activité. Pensez à bien gérer votre respiration, votre souffle, ne jamais dépasser vos limites. Faites toujours une activité à votre rythme et pensez à bien vous hydrater tout au long de l'activité. Soyez régulier dans la pratique. Ne faites pas d'activité en extérieur lors de températures extrêmes, lorsqu'il gèle ou en pleine chaleur l'été. Ne pas faire d'activité quand vous avez de la fièvre ou bien dans les 8 jours qui suivent une infection. Et enfin, ne pas fumer ou bien pour les personnes en cours de sevrage,
Ne pas fumer 2 heures avant et 2 heures après une activité physique. Comment remettre le pied à l'étrier? Plusieurs personnes et structures peuvent vous aider et vous accompagner. Tout d'abord, vous pouvez en parler à votre médecin traitant ou à votre cardiologue qui pourront vous guider dans la reprise d'activité et selon votre profil. Vous pourrez également bénéficier d'un programme de réadaptation cardiovasculaire où différents professionnels vous encadreront pour la reprise d'activité physique en sécurité, sous surveillance médicale. Nous avons d'ailleurs le plaisir de vous annoncer qu'un service de réadaptation cardiovasculaire va prochainement voir le jour aux Hospices civils de Beaune, début janvier 2021. Enfin, plusieurs associations existent. Il s'agit d'une part des sections adaptées, appelées des sections sport-santé de différentes fédérations sportives. Vous pouvez vous renseigner vers les associations près de chez vous. Et il existe également des associations de patients, appelées Club Cœur et Santé, dont un club existe à Beaune, qui vous propose de façon pluri-hebdomadaire différentes activités en groupe, telles que de la gymnastique, du renforcement musculaire ou bien des séances de marche ou de randonnée à l'extérieur. N'oubliez pas, 30 minutes pour votre cœur.